Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver en direct dans ce joli studio du campus du Crédit Agricole à Montrouge. Alors aujourd'hui, on va parler de la ville de demain, donc qui doit répondre à des urgences à la fois sociétales, mais aussi climatiques sur l'environnement. On va voir que c'est un numéro d'équilibriste assez subtil. Donc on va en parler là pendant 40 minutes dans ce quatrième volet, dans cette quatrième émission de 40 minutes, le direct. Et parce que cette émission, c'est aussi la vôtre, on va vous laisser la parole. Deux solutions pour intervenir. Vous pouvez répondre au sondage situé en bas à droite de votre écran. La question est très simple. Selon vous, le groupe Crédit Agricole a-t-il un rôle à jouer dans la ville de demain? Oui ou non, c'est assez simple. Et nous vous invitons également à poser vos questions dans l'onglet questions. Là encore, c'est en bas à droite de votre écran, très simplement. Donc vous pouvez les poser à nos invités en plateau, puisque j'ai la chance, l'honneur de recevoir aujourd'hui à ma gauche Marc Oppenheim, directeur général de Crédit Immobilier. Bonjour monsieur. Crédit Agricole Immobilier. Et à ma droite, monsieur Philippe Pelletier, vous êtes président du directoire d'Habitat et Humanisme et président également du plan bâtiment durable. Je vous salue, bienvenue sur ce plateau. Je vous salue aussi. Merveilleux, bonjour à tous les deux. Donc, avant de vous donner la parole, en direction de notre data room, je crois qu'on a un chiffre assez éloquent à vous montrer pour débuter notre échange. Donc, plus de 85% de la population française vivra en milieu urbain en 2050. Actuellement, c'est 81%. Alors ce chiffre, moi, je le trouve assez amusant parce que à l'heure où on parle beaucoup dans les médias, notamment du marronnier, de la ruralité, du vert, de la campagne, des maisons de campagne, etc., on se rend compte, évidemment, c'est pas vraiment une surprise, mais la ville n'est pas morte, mais peut-être que la ville va devenir plus verte, amener de la ruralité, de la campagne à la ville. C'est un petit peu ça l'enjeu, selon vous, Marc Oppenheim. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre qu'on vient de voir? Je pense qu'il faut d'abord avoir un peu d'histoire, hein. C'est un processus qui a commencé au début de la révolution industrielle, donc ça fait maintenant à peu près 200 ans. Donc c'est pas une nouveauté. Et la ville, c'est pas forcément l'hypercentre parisien. Paris n'est pas la France, même si c'est un ensemble urbain important. Et même l'Île-de-France, ça relève de réalités et de densités extraordinairement différentes. Mais la ville, c'est aussi le bourg de 3000 habitants. Ouais, et ça de plus en plus, peut-être, Philippe Pelletier, cette tendance de micro-ville, disons. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce chiffre? Oui, la référence au milieu urbain vise deux types de tissus urbains. Celui des métropoles, celui de la grande ville qui nous vient le premier à l'esprit, et puis celui des villes moyennes partout sur le territoire. Et c'est là que les gens vont vivre dans l'avenir davantage. Et donc notre effort va consister à rendre attractifs les centres-villes des villes moyennes et faire en sorte que on ne s'agglutine pas dans les seules métropoles du territoire. Éparpiller tout le monde, finalement. On commence, c'est intéressant parce que ce chiffre nous met déjà dans le vif du sujet. On commence déjà à évoquer les paradoxes et les problématiques qui sont essentielles pour le futur et pour construire cette ville de demain. Je vais vous challenger un peu, messieurs, pour commencer, avec une question essentielle. L'urgence écologique, on vient de le dire, réclame de construire plus vert. L'urgence sociétale exige, elle, de construire plus et plus vite pour pallier à la pénurie de logements. Alors, est-ce que concilier ces deux exigences, a priori opposées, c'est possible, Marc Oppenheim? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question? La politique publique, c'est toujours un équilibre entre des contradictoires. Et donc cet équilibre, il est forcément dynamique. Il faut quand même revenir aux besoins fondamentaux. Et je pense que Philippe, tu seras d'accord avec moi, tout le monde a besoin d'un toit. Et aujourd'hui, on a une situation dans laquelle les logements en bon état, au bon endroit, avec le bon nombre d'habitants dedans, il n'y en a pas assez. Donc la première des urgences pour nous tous, c'est que tous nos concitoyens aient de quoi se loger. Et aujourd'hui, on n'y fait pas face. Et j'aimerais bien dire, sans minorer les autres défis, c'est plutôt en train de s'aggraver que s'améliorer. Ouais. Ces 10-15 dernières années. Philippe Pelletier, ça... Dans votre question, vous avez employé 2 fois le mot construction. Je pense que on peut arriver au même résultat que Marc suggère, qui est faire en sorte que chacun ait un habitat, en élargissant le mot. Ce dont on a besoin, c'est de la production de logements. Et cette production de logements, elle se fait en partie par du neuf, par de la construction, et en partie
par du recyclage de l'existant. Rendre habitable ce qui aujourd'hui est vacant. 3 millions de logements sont considérés comme vacants dans notre pays. Réanimer des centralités des petites villes, là où il n'y a plus ni commerce ni habitants, l'absence de l'un entraînant l'absence de l'autre. C'est tout cela qu'il faut faire, et donc moi je suis dans une approche plurielle du sujet. Bien sûr, il va falloir construire là où il y a des besoins, mais il va falloir avant tout réhabiliter, recycler, renouveler le tissu urbain existant. Dites réhabiliter le tissu urbain existant, c'est vrai que des friches et tous ces mètres carrés en jachère, si je puis dire, il y en a beaucoup en France. Ça aussi, c'est un sujet essentiel pour le futur. Oui, avec quelques limites. Donc Ouais. bien sûr, oui. On se dit tous qu'il faut arrêter de consommer du foncier agricole et naturel. Donc, si on en a qui est pas utilisé, il faut l'utiliser. Après, la limite de l'exercice, c'est l'envie. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée que on pourrait, si on était l'État, et encore, c'est encore pire pour un acteur privé, quel qu'il soit, faire le bonheur des gens contre leur gré. Il y a une aspiration des Français, certes à vivre bien, mais aussi à consommer du collectif. Et le collectif, c'est l'infrastructure qu'on met en place, c'est la culture, c'est l'accès au transport, c'est le travail. Et ça pousse à une certaine centralité. Ça pousse à la densification. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, c'est une réalité. Et donc, si on a des friches dans des endroits où les gens n'ont pas envie d'habiter, est-ce que c'est vraiment le meilleur effort qu'on puisse faire que de les réhabiliter? C'est une bonne question. Puis il y a un deuxième sujet, la vue d'un groupe bancaire, c'est qu'il faut trouver des équilibres économiques pour que les projets se fassent. Franchement, et c'est pas le Crédit Agricole qui dira le contraire, un projet viable, il trouve toujours la manière de se faire. Et donc la complexité, c'est quand c'est trop long, trop complexe, trop cher. Et là, il faut trouver un montage, une articulation qui mêle un peu de public et un peu de privé. Autrement, ça se fera pas. Voilà. Numéro d'équilibriste. Alors, on a un peu évoqué le sujet, mais j'aimerais qu'on le creuse. Il y a des phénomènes de gentrification, connaissent aujourd'hui les métropoles, hein, vous le savez. Et ça, pour la suite, comment ça va se transformer? On disait, donc, les grandes métropoles, les moyennes métropoles et des plus petites métropoles qui vont devenir de plus en plus dynamiques. Comment la ville de demain peut-elle faire revenir les classes moyennes? Parce qu'évidemment, on le sait aussi, personne n'est égal à ce niveau-là. Alors, je vais peut-être nous inviter à prendre un tout petit peu de hauteur et à considérer que on n'a pas bien collectivement mesuré un changement d'époque qui s'est produit dans les années 80. Jusqu'aux années 80, on était dans une stratégie de l'offre. Les besoins de reconstruction et de construction étaient considérables dans notre pays. Et il fallait donc être dans la verticalité où on fabriquait des logements stéréotypés qui accueillaient une famille d'un ménage et 2 enfants, qui était le modèle type qu'il fallait loger. Puis progressivement, on a basculé dans une société plus éclatée, plus complexe, des tailles de famille à la fois monoparentales ou recomposées, des besoins de logements sociaux, très sociaux, qui s'amplifient. Et bref, on est aujourd'hui, me semble-t-il, dans une stratégie qui n'est plus de l'offre, mais une stratégie de la demande. C'est-à-dire la réponse à votre sujet, la réponse à votre question, elle passe par se demander comment on fait pour traiter la diversité des besoins d'habitat qui s'expriment de façon différente suivant les espaces urbains dans lesquels elles se posent. C'est ça le sujet, c'est-à-dire c'est un sujet très compliqué qui suppose d'observer, comme le groupe Crédit Agricole peut faire cela parce qu'il a un contact intime avec une clientèle qui représente l'ensemble de la société française, c'est observer les évolutions des besoins et y donner réponse par une forme d'habitat qui évolue au fil du temps. Et ça, c'est la voie de l'avenir. Alors, c'est compliqué, c'est plus compliqué
qu'avant, mais c'est à mon avis comme ça qu'on arrivera à réconcilier les gens et l'espace urbain dans lequel ils habitent. Philippe Pelletier, vous avez raison d'insister sur quelques points sociologiques, finalement, c'est intéressant. Marc Oppenheim. Ouais, moi je vais prendre un peu un contre-pied du propos initial sur la gentrification. Je pense que on est souvent un peu dans l'instant quand on observe la ville, et que c'est vraiment intéressant de la regarder sur longue période. Finalement, ce qu'on considère comme étant des lois révélées aujourd'hui, c'est pas des phénomènes qui sont forcément si vieux que ça dans la société française. Je prendrai juste un exemple. Moi, je suis né en 67, je commence à prendre un petit peu d'âge. En 67, à Paris, donc ville lumière, le centre de la France. En 67, il y avait 45 000 personnes qui vivaient dans des bidonvilles sans eau et électricité. Et c'était il y a 50 ans. Et c'est pas si vieux que ça. Et on a sorti les bidonvilles en 72. Il aura fallu 15 ans. Et en 15 ans, on a construit 1,5 million de logements pour les loger. En 67 à Paris, dans Paris intramuros, il y avait plus du tiers des appartements qui n'avaient ni toilette ni douche. Ouais. L'année de ma naissance. Et donc, cette recomposition brutale du tissu francilien, qui a été répliquée dans toutes les métropoles, c'est un truc qui est très récent. Très, très récent. En 67, il y avait à peu près autant de maisons que d'appartements en France. On reparlera justement des logements. Mais juste pour comprendre les masses de quoi on parle, quoi. Et donc, ces phénomènes où on se dit la ville est en train de muter, elle est en train d'exclure les classes moyennes, c'est pas très vrai. Hein. Et à l'échelle un peu géologique de la société, c'est pas vrai du tout. Au contraire. Et on peut ajouter qu'on arrive par des opérations dans lesquelles la puissance publique nationale s'allie aux collectivités territoriales à des revitalisations de centres-villes, de petites villes qu'on croyait perdues, qui revivent. Le programme Action Cœur de Ville, 222 villes moyennes dont les maires sont volontaires pour redonner de la vie à leur centre-ville, ou le programme Petite Ville de demain, et on reprend le titre de votre émission, sont des opérations qui produisent des effets. On voit revenir des habitants dans le centre-ville, là où les logements étaient volets fermés. On voit redevenir des commerces dans ces centres-villes parce que l'ensemble de la centralité est rénové, les infrastructures, les installations sportives, culturelles, etc., la voirie, tout est refait dans la même temporalité, et ça donne un élan profond. Donc, il n'y a pas de fatalité. On fait, par ces actions, on fait revivre ensemble des gens différents. On refait société, avec des gens qui ont de l'argent et des gens qui n'en ont pas, avec des gens qui se dérouillent tout seuls et des gens qui ont besoin d'être accompagnés dans la vie. Donc réveillés, donc c'est des belles endormies parfois des villes. Merci à tous les deux pour ces premiers éléments. Donc je vous invite, je vous rappelle, vous êtes déjà à 200 à nous écouter, à nous regarder. Je vous rappelle que vous pouvez noter, déjà poser vos questions en bas à droite. Donc les meilleures questions qui seront posées seront retenues en fin d'émission pour être soumises à mes deux invités. Il y a une question de collaborateurs que j'aimerais d'ores et déjà soumettre qui a été posée en amont. Alors c'est la question de la maison individuelle. Quelle place pour la maison individuelle, messieurs, dans la ville de demain, sachant que l'actualité nous montre que a priori la maison individuelle c'est devenu le Saint Graal, une espèce de quête ultime pour beaucoup de Français d'avoir sa maison. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette question qui a été posée par un de vos collaborateurs, Marc Oppenheim? Je dirais, d'abord, c'est un phénomène assez récent. Je l'aborde un tout petit peu tout à l'heure dans l'histoire de France, hein, parce que avant on vivait à la ferme ou dans le centre-village. On vivait pas dans des maisons. Dans l'après-guerre, il y avait moins de maisons en France que d'appartements hors des fermes. Et la vraie accélération de la maison, c'est à la fin des années 70. Où d'un seul coup, on est passé de 8 millions de maisons à 18 millions de maisons. Ça a triplé, alors que le nombre d'appartements n'a fait que plus 40%. Ouais. Donc les maisons, c'est un truc récent dans l'histoire de France. C'est une décision de l'État, quelque part, d'ouvrir les mécanismes de lotissement
et qui est très récente, la fin des années 70. Ça se faisait pas avant. Et à mon sens, ça a servi une aspiration parce que c'est vrai que et l'envie de propriété qui là aussi est assez récente et l'envie de l'autonomie du noyau familial, ça colle bien avec certaines aspirations. À l'usage, quand on y réfléchit un peu, le consensus actuel des urbanistes, des économistes, des sociologues, c'est que c'était pas forcément la meilleure idée qu'on ait eue. Parce le syndrome de la lotismanisation, en gros, on peut dire que vous évoquez. Ouais, c'est quand même hyper consommateur de ressources publiques, parce qu'il faut des infras pour tout ça. C'est dans une période de la vie qui était peut-être pas le moment, peut-être pas moins le cas en 70 quand ça a commencé, où on restait beaucoup plus longtemps à son travail, on y passait souvent toute sa vie. Bah, acheter à côté, c'était aussi la garantie d'une mobilité raisonnée. Maintenant qu'on change de carrière et d'entreprise plusieurs fois dans sa vie, bah, une fois qu'on a acheté sa maison, c'est le transport qui fait l'équilibre. Ouais. Et donc, dans les grands équilibres de la nation, on a toujours cette envie-là. C'est pas les 2 années qu'on vient de passer qui ont minoré l'envie d'avoir sa maison au vert, mais dans les grands équilibres de la nation, on n'est pas complètement certain que ça soit la meilleure idée qu'on ait eue, ni qu'elle puisse se poursuivre indéfiniment. Deux remarques complémentaires qui ont pour base le fait que vous avez relevé que la maison individuelle reste plébiscitée par les Français. La première remarque, c'est qu'il faut adapter les 18 millions de maisons individuelles aux nouveaux usages auxquels on les destine, et il y en a un qui saute aux yeux, c'est le vieillissement des occupants. Le gouvernement va mettre en place, comme il l'a fait pour la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov', une aide qui va s'appeler MaPrimeAdapt, pour permettre l'adaptation du logement au vieillissement avec des gestes simples. On supprime la baignoire qu'on remplace par une douche, la chambre qui est à l'étage, on l'installe au rez-de-chaussée. Enfin, il y a des opérations à faire qui permettent à des personnes qui ont envie de rester chez elles d'y rester longtemps. Donc un travail d'adaptation pour la vieillesse, d'adaptation pour les jeunes qui ont choisi d'acheter ces maisons et d'habiter en périphérie. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette envie de maison individuelle. Si on doit construire des maisons individuelles, il est impératif qu'elles soient recentrées dans la ville. Il est impératif de regarder, par exemple, les maisons de ville que les Anglais ont su développer. On peut adapter l'envie d'être dans une maison et les exigences écologiques qui est d'arrêter cette dispersion qui provoque des besoins de mobilité compliqués, surtout si les gens vieillissent, et qui grignotent du territoire rural de manière excessive. Donc Marc a raison de dire que ça a été une réponse à un besoin d'une époque, c'est quelque chose dont il faut modérer les effets, essayer de convertir vers les centralités urbaines. On est toujours sur votre thème de la ville de demain, où peut-être que des maisons individuelles y trouveront place. On va y rester sur ce thème de la ville de demain. On est quasiment à mi-émission donc de cette 4e émission, 40 minutes. Le direct, je vous propose, messieurs, en guise d'interlude, de regarder un micro-trottoir qui a été tourné ici, sur ce joli campus du Crédit Agricole de 8 hectares. Donc, c'est un peu baladé là-dedans. Donc, on a demandé à plusieurs collaborateurs, à vos collaborateurs, à Marc Oppenheim, à quoi ressemblerait, selon eux, leur vision idéale de la ville de demain, la ville de demain idéale plutôt. On regarde ce qu'ils nous ont répondu. Alors, ma ville du futur idéal ressemblerait à un peu d'eau, beaucoup de verdure et des gens qui s'entendent bien, vivent en paix, ensemble. Très compte tenu du contexte de réchauffement climatique marqué, ce serait d'avoir des villes où les arbres recouvreraient la chaussée pour éviter des pics de chaleur trop forts. Alors pour moi, la ville du futur idéal serait une ville plus inclusive, plus solidaire et peut-être plus verte. Un peu comme
qui ressemblera un petit peu à ce parc en fait, avec voilà, beaucoup de verdure et des canards. Je l'imagine connecté, avec une maîtrise des ressources de matières premières, également autonome, avec un accès à la santé pour confirmer une croissance économique. Une ville avec tout à portée de main, avec le culturel, le travail, le professionnel, les amis, voilà. C'est une ville extrêmement verte, une ville où on puisse communiquer, on puisse se rendre, travailler et aussi voir sa famille et ses amis en permanence et être heureux et Vous avez vu Marc Oppenheim, vous avez plusieurs collaborateurs qui disent que leur ville de demain idéale, c'est un peu ce campus du Crédit Agricole. C'est assez flatteur dans son blague. Votre ville à tous les deux idéale de demain, il y a des canards, il y a de la verde. Est-ce que vous retrouvez dans ce qui vient d'être dit? Allez, moi je vais faire une réponse très Crédit Agricole. J'ai adoré la ville où on voit ses amis et où on prend du plaisir. C'est-à-dire qu'on peut pas mésestimer qu'un besoin fondamental, on est en bas de la pyramide de Maslow, il faut 1, respirer, 2, manger, 3, avoir un toit. Si on peut le faire en étant content, heureux, c'est qu'on a réussi à satisfaire des besoins primaires, mais en étant humain. Et donc j'insiste un peu là-dessus parce que on mésestime dans tous les débats de société, et encore plus dans les débats économiques, le bonheur. Et donc, et le bonheur, c'est pas que de la quantité. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça que je retiendrai. C'est une ville qui suscite le plaisir d'y être. Ouais, une ville qui suscite du plaisir d'y être. Moi, je me retrouve très bien dans ce qui a été dit et je suis content de voir que les collaborateurs du Crédit Agricole viennent définitivement d'enterrer la charte d'Athènes, qui était cette construction mondiale de grands esprits qui, dans les années 1930, tout ça s'est déployé après la guerre, mais dans les années 30, avaient conçu une ville éclatée dans laquelle on habitait ici, on travaillait là, et on commerçait et se cultivait à un autre endroit. Ce besoin de proximité des usages qui entraîne une proximité des gens, une proximité des niveaux sociaux que représentent les gens qui vivent ensemble, qui renforce le besoin de communication, de connexion, tout cela, de convivialité, tous ces mots ont été employés, ça me va très bien. Deuxièmement, les éléments écolos autour de l'eau, autour des arbres et autour de la prise en compte de la santé dans notre habitat, c'est véritablement excellent. Bref, c'est la ville qu'il faut qu'on construise ensemble. Marc Oppenheim disait tout à l'heure qu'il y a encore quelques décennies, à Paris, par exemple, il y a des logements, j'ai plus le chiffre en tête, mais qui n'avaient ni toilette ni salle de bain. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le niveau d'exigence est quand même très élevé des citoyens. Est-ce que vous diriez que la ville de demain, c'est aussi, ça complexifie un peu la chose, parce que d'avoir telle exigence de vouloir tout condenser, de tout réunir, enfin, c'est parfois des rêves un peu impossibles, quoi. La ville parfaite peut-être n'existe pas. Qu'est-ce que sans tomber trop dans la philo, restons dans la biologie. Oui. Je suis pas sûr que l'espèce humaine ait beaucoup changé depuis 50 ans, 100 ans ou 200 ans. C'est-à-dire qu'on a toujours des désirs. Le désir, c'est ce qui nous fait bouger. C'est le propre de notre humanité. Donc, on veut toujours quelque chose qui est mieux qu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont contre l'idée même du progrès. Moi, je pense que dans le domaine du logement, puis ça nous occupe aujourd'hui, on est en progrès continuel depuis à peu près toujours. Et donc, on a aujourd'hui une ville qui s'est débidonvillisée. Il n'y a plus beaucoup de bidonvilles en France. Il reste quelques zones de grande pauvreté. Il reste des gens qui vivent dans une très grande pauvreté. Et c'est pas le président d'Habitat Humanisme qui va démentir ce propos. Mais même les gens qui sont dans une très grande pauvreté vivent plutôt moins mal qu'il y a 50 ans dans la grande pauvreté. Donc, on a toujours envie de plus. Après ça, l'envie, elle se confronte à la réalité. On a toujours envie d'un peu plus que ce qui est possible. Bon, ça, mais c'est un moteur, quoi. Ce qui est bien dans ce micro-trottoir, c'est que les gens qui ont parlé ne se sont pas arrêtés au lieu en dur. Ils ont expliqué que ce lieu en dur, il était fait pour créer de la relation entre les gens. Et c'est ça la fonction de la ville.
c'est un lieu dans lequel l'échange, dans lequel la communication se renforce. Et qu'on doive progresser dans ce secteur-là, qu'on doive réinventer la ville où des gens différents vivent ensemble, ça doit être un chemin constant qu'on doit tenir. Je donnerai juste un exemple parce que c'est très marqué. On voit de temps en temps des quartiers qui ont profondément été transformés. J'en ai un pas très loin de chez moi, je citerai pas la ville eu égard au fait que je connais bien le maire. On a fait un quartier assez chouette, avec plusieurs milliers de logements. Ils ont oublié les troquets. Un quartier entier qui a pas de bar, qui a pas de restaurant, qui a pas de café, qui a pas de lieu où ce fameux lien peut se faire. Il vit franchement pas bien ce quartier. Oublie un peu massif, mais c'est un point important. Hein. Eh bien, il va falloir inventer des tiers-lieux, comme on dit aujourd'hui, qui assurent cette fonction de lien entre les gens. Absolument. Question un peu triviale, messieurs, mais néanmoins essentielle. Qui va construire cette ville de demain? Parce qu'on l'a vu, la ville de demain, il y a un peu de sociaux, il y a de la construction, il y a de l'imagination, de la prospective, des besoins des uns et des autres. Qui va construire cette ville de demain? Comment ça va se passer? Comme c'est un truc qui est bien compliqué, la réponse, elle peut pas être simple. Ça marche pas, les réponses simples aux problèmes compliqués. Et donc, on voit bien que, vous l'avez abordé, il y a plein d'acteurs qui y concourent. Moi, je voudrais quand même pas tomber dans deux écueils. Le premier écueil, assez courant, surtout dans notre pays, c'est de dire c'est l'État qui va s'occuper de tout. Même si on a un État qui a une grande tradition depuis fort longtemps, l'État fera pas tout. Et puis l'État a quand même de temps en temps des outils qui sont assez frustres et assez monolithiques, donc ça marche pas très bien. Mais il faut quand même que l'État fixe le cadre. L'aménagement du territoire, qui est comme le grand succès de la France de l'après-guerre, c'est d'avoir décidé comment on allait reconstruire le pays et loger les gens, et leur donner du boulot, et leur donner de l'électricité, et de l'eau, et des hôpitaux et des écoles. On va quand même parler des choses qui sont dans la sphère vraiment régalienne. C'est l'État qui a façonné l'organisation du territoire. Ça s'est un peu délité depuis les années 80. Et je pense que l'État a un vrai rôle maintenant qu'on se pose des questions un peu structurantes, qu'on rajoute dans l'équation des choses qu'on regardait pas trop, notamment les ressources rares ou la transition énergétique et climatique. L'État a un rôle pour façonner l'organisation du pays. Puis après ça, il y a tous les autres acteurs, les élus locaux, les entreprises, les associations, les consommateurs, les investisseurs, les habitants. Tout ça, c'est la même chose, mais avec des fonctions un peu différentes. Il y a un rôle pour tout le monde, mais je pense qu'on a besoin d'un cadre commun. Ça se fera pas tout seul. Je dis la même chose en pensant qu'il y a un renversement entre la majeure et la mineure par rapport à ce qu'il y avait autrefois. Autrefois, Marc l'a montré, on avait un besoin d'un État fort dans la phase construction, reconstruction, aménagement du territoire. C'était la majeure. La mineure, c'était les collectivités territoriales où se passaient les choses. Je pense qu'il y a un renversement. La mineure devient l'État qui a un rôle régulateur, mais seulement ce rôle-là. Et les acteurs, ce sont les collectivités territoriales avec un niveau de concertation des habitants fort. Je crois que c'est la seule façon qu'une acceptabilité de projet de transformation de la ville s'opère. Donc on entre dans une époque différente de celle dont on est sorti, à mon avis, depuis plusieurs années sans s'en rendre bien compte. Merci à tous les deux, messieurs. Il y a une question de collaborateur qu'on a reçue avant l'émission que j'aimerais vous soumettre. Et ce collaborateur donc demande comment le groupe Crédit Agricole Immobilier peut-il inciter ses clients à réaliser des travaux énergétiques. Alors, je me tourne vers vous, Marc Oppenheim. Est-ce que le travaux énergétique, c'est pas symboliquement quelque chose qui fait peur, justement? Comment est-ce que vous appréhendez cette question? Si c'était simple, ça se saurait, et ça se ferait tout seul. Mais notre rôle, c'est d'accompagner nos clients. C'est comme le rôle du Crédit Agricole depuis toujours et dans tous ses métiers. Donc, on le fait comme financier quand on a besoin de lisser les travaux dans le temps, ça s'appelle un crédit.
Et donc, on a des montages à faire pour favoriser ça. Maintenant, ça fait pas tout parce que le sujet n'est pas que financier, loin de là. C'est compliqué et donc les clients sont paumés. Et donc, on est en train de se poser les questions sur comment on peut décomplexifier ou les aider à décomplexifier le sujet. C'est anxiogène. C'est hyper stressant d'avoir des travaux chez soi. On ne sait pas si on va se faire arnaquer, on ne sait pas si ça va être bien fait. Il y a une notion de performance aussi ensuite. On ne sait pas si ça va marcher en plus. Et donc, on est en train de travailler en ce moment sur des projets. Et vous avez vu qu'on a un projet sociétal dans lequel on s'est mis quelques marqueurs qu'on avait envie d'avancer. Dans les 24 marqueurs qu'on a choisis, il y en a un qui tourne autour de ça, qui est de lancer un programme pour accompagner les clients dans la rénovation. Et l'accompagnement, c'est pas faire les travaux nous-mêmes, c'est pas le boulot du Crédit Agricole. Par contre, c'est expliquer, rassurer, organiser et financer. C'est ça que vous avez dit, vulgariser, parce que rendre quelque chose... Organiser, parce que il y a plein d'aides, il y a plein d'acteurs, tout ça est un peu complexe, mais vraiment assez complexe, à la française, un petit millefeuille. Et donc, si on peut nous essayer de rendre ça un peu plus simple, on peut aider un peu. Trois mots qui résument cela: accompagner, financer, garantir les actions de rénovation énergétique. Accompagner, c'est tendre la main à ceux qui ont besoin qu'on les aide dans le choix des travaux, dans le choix des entreprises, dans l'engagement qu'ils vont prendre. Et plus ils sont modestes, plus l'accompagnement est nécessaire. Financer, c'est aujourd'hui beaucoup d'aides publiques et il va falloir que le Crédit Agricole prenne rapidement la suite en lissant les financements dans la durée par des financements adaptés à la rénovation énergétique. Garantir, il faut faire en sorte que les engagements qui vont être pris de rénovation énergétique apportent le fruit attendu, c'est-à-dire du mieux-être, du confort et de l'économie d'énergie. Et pour tout ça, il y a un point majeur dont on ne parle pas assez. Nous avons besoin d'une offre de services, d'une offre de travaux qui soit pertinente, qui soit présente sur l'ensemble du territoire, dont la performance s'améliore, et on a un peu de boulot encore à faire. Alors, le Crédit Agricole fera pas tout, hein, notamment on manque de bras dans le bâtiment. Ça, c'est pas notre boulot à nous. Non, même si, au passage, on est quand même la banque d'un artisan sur 3, et donc on les aide aussi. Mais c'est un sujet général. En d'autres termes, on a eu tendance à traiter trop le sujet sous l'angle de la demande, en se demandant comment faire pour que les gens aient envie de rénover. Il faut se préoccuper d'art, de l'offre qui est en face. Est-ce qu'il y a partout cette offre pertinente qui donne envie d'y aller? Et on sait qu'on ne peut pas se rater parce qu'une personne qui a eu un chantier mal fichu, on ne la reverra pas dans une action de rénovation énergétique. Voilà, ça c'est une des pistes de développement. Merci à tous les deux. Alors je vois qu'il nous reste 7 minutes pour répondre aux questions que vous nous avez posées donc sur le chat pendant notre discussion. Donc il y a des très bonnes questions que je vois derrière moi. Donc je vais vous les poser à tous les deux. Donc que pensez-vous du concept ville du quart d'heure? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la première question qui nous a été soumise. Oh, allez, je vais prendre une boutade. Le 80-20, ça s'applique à peu près à la moitié des problèmes sur la planète. Et donc, je pense que sur une partie de nos usages et de nos envies, essayer de se dire, mais c'est peut-être le 20%, qu'on essaie de les avoir dans une sphère de temporalité qui est le quart d'heure, c'est top. Ouais. Maintenant, imaginez qu'on aura tout à portée de main. Ça veut dire qu'on aurait une seule grande tour avec 67 millions d'habitants et les services à tous les étages. Ça va être compliqué. Voilà. Philippe Pelletier. Dit autrement, j'aime bien le modèle que j'ai vu au Japon, à Kyoto, où on quitte la gare, on ne sait plus si on est encore dans la gare ou dans le centre commercial. On quitte le centre commercial, on ne sait plus si on est encore dedans ou si on est déjà dans l'hôtel, dans les bureaux ou dans les logements avoisinants. Il y a une sorte de fluidité des usages où on bascule de l'un à l'autre et là, on a tout dans le quart d'heure. On a tout à proximité. Bon, ce modèle n'est évidemment pas reproductible partout,
et la règle que vient d'énoncer Marc se réalisera. On passe à la seconde question parce qu'on en a quelques-unes et il nous reste 5 minutes. Qu'en est-il de la frugalité énergétique et de la nécessité d'accompagner la rénovation, y compris en habitat collectif? Donc, nous pose cette question un de vos collaborateurs, Marc. On a parlé des maisons tout à l'heure. Dans les maisons, on a un propriétaire qui décide ce qui fait chier chez lui. Quand on est dans une mini-collectivité qui est un immeuble partagé, eh ben, il y a toutes les joies de la démocratie qui s'appliquent pour prendre des décisions collectives. Et tout le monde sait que c'est un peu plus compliqué de décider à plusieurs que tout seul. Voilà. Donc maintenant, il faut le faire. Et là aussi, on a vraiment un rôle à jouer dans ces métiers-là qu'on exerce, puisqu'on exerce pour plusieurs dizaines de milliers d'immeubles le métier de syndic en France au travers de notre réseau Square Habitat. Et ça fait l'objet de pas mal de nos actions en ce moment, et comme financier pour aider la partie économique à se faire. Et quant à la frugalité énergétique qui est l'objet de la question, je vous dis très simplement que je ne trouve pas que ça crée du mal-être que de penser que en hiver, on peut mettre un chandail chez soi, qu'on n'est pas nécessairement en chemise tout le temps, et que, en somme, on adapte nos comportements sans que ça heurte notre confort, par des petits gestes qui, mis bout à bout, créent cette sobriété énergétique dont on a grand besoin. Après, la nature humaine n'est pas forcément hyper disciplinée. Il faut quand même le reconnaître et qu'on aime bien que les efforts se fassent chez les autres. Je pense qu'on a, y compris dans la communauté que nous sommes des salariés du Crédit Agricole, on a aussi un petit peu à réfléchir à nos pratiques pour essayer de faire d'apporter notre petite pierre à l'édifice en matière de frugalité. Absolument, merci à tous les deux. On continue. Il nous reste 3 minutes pour répondre à ces deux questions. Dans un mouvement de croissance des inégalités, quelles sont les innovations d'accompagnement telles que le BRS, Bail Réel Solidaire pour la population? Philippe Pelletier, je me tourne vers vous. Oui, accroissement des inégalités, donc besoin de prendre en charge les plus fragiles et de leur proposer des formes d'habitat qui correspondent à leurs besoins, je l'ai indiqué tout à l'heure. L'imagination est sans limite et on a construit des modèles d'habitat qui permettent à des gens de trouver l'accès au logement là où on leur proposait auparavant de l'hébergement. L'exemple des pensions de famille pour loger les gens de la rue est un exemple tout à fait spectaculaire dans sa réussite. Est-ce que le bail réel solidaire, c'est-à-dire la scission entre la propriété du terrain et la propriété du bâti, donnant à des gens un mode d'accession à la propriété qui n'est pas vraiment de l'accession à la propriété qu'on appelle le bail réel solidaire, est de nature à combler des inégalités. C'est pour les classes moyennes basses le moyen d'accéder à une stabilité dans le logement à travers ce bail réel solidaire. Ça ne concerne pas les plus fragiles de notre société. Je pense que nous entrons dans une époque où nous avons une grande diversité de modèles juridiques qui vont se mettre en place pour permettre à des gens d'avoir la stabilité chez eux, la sécurité de l'habitat qu'ils recherchent et d'économiser le coût d'entrée dans cet habitat. C'est ça qu'on recherche. Le BRS en est une des formes. Ouais, moi je rajouterais juste un petit axe qui est très Crédit Agricole, c'est que on est plein, et en plus on est plein d'entités dans le groupe. Honnêtement, on a fait un recensement récent des innovations qu'il y a en matière de mode d'habitation, de mode de financement, même de type d'habitation. On a plus de 150 expériences diverses en France sur le sujet, et on verra ce qui marche. Faut laisser vivre, faut accompagner, on verra ce qui marche, ce qui trouve son public. C'est difficile de faire le bonheur des gens contre leur gré. Hein. Et ça va être difficile de répondre à la dernière question en moins d'une minute, mais un mot. Un peu de prospect. Voilà, un mot. Quelle est votre vision du futur de nos territoires, ruraux, messieurs? Il est beau. Il est beau, voilà, c'est entendu. Beau et différent. Allez, voilà. Nous avons besoin de maintenir la vitalité des territoires ruraux. Nous avons besoin de cette richesse
de la forêt française. Nous avons un grand besoin d'espaces agricoles vivants. Bref, nous y trouvons des paysages, nous y trouvons du beau. Il faut le préserver. Et puis à manger, parce que c'est pas l'actualité qui nous dira le contraire. Bien entendu. C'est le moment de découvrir les résultats du sondage que j'ai lancé en début d'émission. Donc la question était extrêmement simple. Selon vous, le groupe Crédit Agricole a-t-il un rôle à jouer dans la ville de demain? Et j'ai l'impression que le résultat, eh bien, il est de 100% qui disent oui. Donc c'est enthousiasmant, Marco Pena. Oui, alors là, ça fait un peu bidonné comme sondage, mais on va faire confiance à la production. Absolument, faisons confiance à la production. Je ne peux qu'être d'accord. Voilà, merci messieurs pour votre éclairage et vos explications. Donc c'est déjà la fin de ce 40 minutes le direct. C'était le 4e opus et donc on se retrouve très bientôt, j'espère pour une 5e émission. Voilà, donc à très bientôt. Merci encore messieurs et merci à vous de nous avoir suivis en direct. Merci. Merci.